Bonjour et bienvenue à Deuxième Porte à gauche, le balado des gens qui savent en tout temps où se trouvent les toilettes. Mon nom est Camille Lemay. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on reçoit Émilie Demers, qui est une personne qui a un rôle très particulier dans mon parcours. C'est une infirmière stomothérapeute, aussi appelée infirmière de plaie et de stomie. C'est une spécialité en soins infirmiers qu'on connaît peut-être un peu moins. Et aujourd'hui, on va s'attarder vraiment à la portion stomie de son rôle parce qu'elle traite aussi les patients post-chirurgie qui auraient des plaies, par exemple, plus complexes. Émilie, c'est vraiment une personne qui est sympathique, elle est drôle, elle a une belle façon de dédramatiser les choses tout en restant dans le respect de ses patients. On va répondre à beaucoup de petites questions que les gens se posent. On va peut-être briser des mythes par rapport aux stomies. On va aussi donner des trucs et astuces pour le quotidien. Je vous en dis pas plus, je vous laisse écouter cet épisode-là, puis j'espère que ça va vous intéresser autant que ça m'a intéressé moi-même. J'en profite aussi pour vous parler d'un projet très spécial qu'on lance aujourd'hui. C'est la publication du livre Juju, Zach et le pétonateur, écrit par moi-même et illustré par moi aussi. C'est un petit livre pour enfants qui est maintenant disponible sur la boutique en ligne et les boutiques physiques du Centre de stomie premier, donc à Québec, à Montréal et sur le web. C'est distribué en exclusivité, en fait, sur ce point de vente-là. Et c'est un petit livre comique sympathique qui relate l'histoire de Juju, un petit garçon qui a une stomie après une maladie un peu trop longue à son goût et qui aujourd'hui a un pouvoir spécial grâce à ce sac à pète. Je vous en dis pas plus, je vous invite à le commander pour le découvrir. C'est un beau cadeau à faire à quelqu'un qui a des enfants dans son entourage et qui a une stomie, ou encore honnêtement à n'importe quel enfant, parce que je vous dirais que notre premier échantillon de lecteurs a beaucoup ri et la nouvelle du sac à pète s'est répandue partout à travers la province. Donc, c'est disponible en ligne et en boutique. Je vous laisse là-dessus. Bonne écoute! Émilie Demers, je suis vraiment contente que tu sois là. Bonjour. Bonjour. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Émilie, t'as un rôle spécial. Je pense que c'est drôle. T'es l'invitée dont j'ai le plus parlé avec d'autres invités ou d'autres gens dans la dernière année. T'es infirmière stomothérapeute. Exact. Je l'ai dit comme il faut. À l'Hôpital général de Montréal. Oui. On peut aussi dire infirmière de plaie et de stomie. Comment est-ce que toi, tu le présentes dans la vie d'habitude? Bien, absolument, quand j'approche des patients stomisés, je dis bonjour, je m'appelle Émilie, je suis infirmière pour la stomie ou pour le sac. J'essaie de prendre les termes le plus simples possible pour pouvoir vulgariser bien la chose puis avoir un contact le plus familier possible pour relaxer l'ambiance, là, pour pas sortir des termes médicaux puis c'est comme de quoi qu'elle parle. Exact. Parce que, tu sais, les patients, quand tu les rencontres au début, tu sais, là, mettons, moi, par exemple, je suis très heureuse avec ma stomie, je connais d'autres gens que c'est la même chose, mais quand on arrive à cette décision-là ou à ce moment-là dans notre vie, c'est rare qu'on est très excité par la situation, on est souvent inquiet ou peut-être des fois on a des appréhensions. Dévasté. C'est la fin du monde. Ouais. Je pourrais plus vivre, je pourrais plus sortir de chez nous, je pourrais plus voyager, je peux plus rien faire, je peux pas avoir de vie amoureuse, je peux plus rien manger. C'est ce que les gens pensent quand ils arrivent dans ton bureau. Mais là, ton rôle commence avant même la chirurgie dans la plupart des cas. Oui, absolument. J'essaie de voir les patients qui vont avoir une stomie ou même peut-être avoir une stomie parce qu'il y a certaines chirurgies qui pourraient peut-être en avoir une, peut-être pas en avoir. Surtout ça, c'est des temporaires. Il y a aussi des temporaires qui vont en avoir une et des permanentes également. On les voit en préopératoire. On commence par aborder le sujet. Premièrement, est-ce que le médecin vous a parlé par rapport à la chirurgie, un sac? Parce que des fois, c'est moi qui leur apprends. C'est comme quoi? Que c'est ça? Ils savent pas pourquoi ils sont là. Non, exactement. Et puis après ça, je vois avec l'enseignement préopératoire de base. Ils parlent un peu c'est quoi la chirurgie. Moi, j'enrichis c'est quoi une stomie, comment c'est fait. Ils vont prendre un morceau d'intestin, passer à travers du muscle abdominal, à travers de la peau. Ils tournent ça comme un col roulé, puis il va coudre ça après la peau. Puis après ça, on met le sac par-dessus avec un collant. Puis c'est le sac qui ramasse ce qui va sortir dans le fond de l'intestin. Ouais. Les excréments ou les
excréta qu'on pourrait dire, parce que c'est pas juste des selles, il y a aussi de l'urine. Donc, Oui, parce qu'en anglais, je pense, moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est que, tu sais, on va dire des selles, mais quand c'est rendu avec un sac, on va dire, c'est quoi ton output? oui, c'est l'excréta en français. OK. C'est comme un bel euphémisme, là, ou tu sais, c'est une autre façon de nommer ça, qui rend ça peut-être moins pas grand, on dirait. En français, c'est ingesta excreta. OK. Ce qu'on ingère, ce qu'on sort. OK, c'est bon. En anglais, ben, c'est in and out. Ouais, c'est ça. C'est bien plus facile. Mon Dieu, ils l'ont l'affaire, les anglophones. Oui. Puis, donc, toi, t'arrives dans ton bureau. En fait, moi, je me souviens très précisément du moment où je t'ai rencontré. Parce que je suis arrivée dans ton bureau, j'étais bien nerveuse. Mais j'étais aussi bien déprimée, là, parce que, tu sais, c'était en pleine pandémie. J'avais plus vraiment de vie sociale parce que j'étais à la maison, parce que, honnêtement, j'avais de la misère à me retenir. Tu sais, j'avais plus vraiment de capacité de rétention de mes selles. Puis je me souviens que je venais pour me faire marquer. Parce que j'allais avoir une chirurgie, ça avait été décidé, j'avais pris ma décision. Moi aussi, j'étais comme à l'aise avec ça, mais il y a bien des questionnements, tu sais. Énormément. Puis je me souviens de notre première discussion parce que tu m'avais posé la question, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Ça, c'est une approche que tu as que je trouve super belle. Tu sais, c'est de découvrir le patient. Puis tu sais, c'est quoi, mettons, ton approche? Pourquoi est-ce que tu l'alignes comme ça? Quand tu rencontres une personne... C'est parce que souvent, le monde pense que c'est la fin du monde, qu'ils ne peuvent plus rien faire, qu'ils vont être handicapés à vie. Et puis en réalité, c'est faux. On peut toujours avoir une vie normale, mais il faut juste adapter à la situation. C'est-à-dire, je peux plus voyager, je peux plus aller voir ma famille, je peux plus sortir avec mes amis, je peux plus aller me faire masser. Tout est faux. Tu peux même aller jouer au football, au hockey, des sports de contact, ça ne te dérangera pas tant que tu prends les précautions pour. C'est juste ça qu'on demande. Parlez-nous-en. On va vous dire les outils à utiliser et puis il faut vivre dans la vie. Ah, absolument. Puis c'est justement ta question suivante, je m'en souviens encore. Tu m'avais dit OK, parce que j'avais dit je sais pas qu'est-ce que j'aime faire, tu sais, je fais plus grand-chose. Avant je faisais ça, on dirait que j'ai plus vraiment de vie. Puis tu m'avais dit OK, on va changer la question. Qu'est-ce que tu as hâte de pouvoir refaire? Oui. Puis là tout à coup, c'était comme je jouais à la balle molle avant, j'ai dû arrêter parce que je peux plus vraiment être sur le terrain. J'aimerais ça, me semble, rejouer à la balle molle, mais je sais pas, tu sais, avec le mouvement. Puis tout à coup, dès ce moment-là, t'as dit, attends, c'est quoi, mettons, le mouvement, on va le faire ensemble. Puis oui, ça se peut. Puis tu sais, c'était même je me rappelle, quand on marque le ventre, tu sais, c'était important, je pense, j'aimerais ça peut-être que t'expliques qu'est-ce qu'on veut dire par marquer le ventre, là. C'était pas un faire chaud, là. Non, du tout. C'est nullement douloureux. En réalité, la chirurgie me demande de trouver l'endroit idéal pour avoir le meilleur emplacement, pour avoir une belle qualité de vie, pour diminuer les risques de fuite, pour que ça soit confortable. Puis, la majorité du temps, des fois, c'est pas possible, mais aussi prendre en considération les vêtements, les outils de travail, comme un policier porte une ceinture. Ouais. Un plombier, pas un plombier, mais un menuisier a une ceinture avec un marteau. Tu sais, on peut voir si on peut pas modifier des choses si jamais c'est dans le chemin. Et puis, j'essaie de m'adapter pour que la personne puisse retrouver une vie normale. Puis ça, c'est tellement important. Ça a l'air niaiseux, mais c'est quand on y pense, c'était justement une des questions que tu avais pour moi. Quel genre de pantalon tu portes? Est-ce que dans ta vie de tous les jours, c'est quoi ta job? T'sais, moi, je travaille au bureau, là, je suis à l'ordinateur, fait que c'est correct. Mais juste, quel type de pantalon je porte? Est-ce que je porte des tailles hautes, des tailles basses, des tailles moyennes? Puis honnêtement, chapeau, là, parce que j'ai jamais eu de problème à m'habiller. J'ai beaucoup d'options. Et c'est comme un petit détail qui fait comme toute la différence. Oui. Puis après ça, on peut même trouver des sacs qui s'adaptent aussi à nos activités ou à nos besoins et à notre situation, là. Exactement. Comme si la personne aime ça, aller se baigner, mais puis le sac, il le trouve trop gros, mais il y a toujours des options de plus petits sacs. Oui, pour une iléostomie, c'est pas l'idéal. L'iléostomie, c'est une stomie faite avec le petit intestin, donc les excrétas sortent beaucoup plus souvent. Mais, par exemple, pour peut-être une demi-heure, le temps que vous allez nager, ça peut s'adapter. Il faut vraiment s'adapter avec la situation. Puis quand on fait un site de marquage, oui, on prend en considération les vêtements, ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Puis la raison pourquoi qu'on le fait, c'est parce que quand on est couché sur le dos, même moi, je serais pas gênée de montrer ma bédaine à tout le monde, couché sur le dos, parce qu'on a toutes des bédaines parfaites. Puis quand on est en salle d'opération, c'est vrai.
Le chirurgien ne voit pas les plis. Il fait son possible pour, mais tu sais, tandis que moi, ben, je fais debout, assis, couché, penché vers l'avant, tourner à droite, tourner à gauche. Puis juste le fait de mouvement de coucher assis, debout, je vois tous les plis, puis avec mon marqueur, je fais des lignes partout. Vous avez une bédaine marquée partout. Si je marque à gauche, je fais juste des marques à gauche. Si je fais des marques à droite, je fais juste des marques à droite. Mais puis après ça, je le dessine, moi, sur mon papier. Puis quand je décide la place que je trouve que ça va être le plus optimal pour l'endroit de mettre le sac, même des fois, je mets le sac sur la bédaine, puis je leur fais mettre leurs vêtements. Je dis là, allez vous asseoir. Penchez-vous à terre pour aller chercher quelque chose. Puis, c'est-tu dans le chemin? Des fois, il me semble que j'ai mon sein qui pogne dedans. Ça me rentre dans la laine. Tu fais, bon, OK, c'est beau. On va changer de place. On va essayer de s'adapter parce que l'important, c'est le confort. Puis, oui, le chirurgien prend en considération fortement le site de marquage. Puis, la personne accepte aussi l'endroit. Tu sais, il y a son opinion à dire quand même. Puis, il y a peu de pourcentage, mais des fois, le chirurgien n'est pas capable de le faire à cette place-là et c'est correct. Puis je leur avertis aussi que ça peut changer quand on se réveille. Il va essayer le plus possible de respecter l'endroit, mais moi, je ne vois pas à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a. Donc, ça peut changer. C'est la raison pourquoi on fait un marquage. Puis quand on a terminé à peu près toutes ces choses-là, on prend un marqueur, un Sharpie, un marqueur permanent. Il peut être rouge, noir, vert, peu importe. Je fais un rond. J'efface toutes mes marques sur la bédaine, puis je mets un pansement occlusif pour que la personne puisse prendre une douche après, puis il faut qu'il garde la marque en place jusqu'à son opération. Oui, mon Dieu, je pense que j'ai une photo en plus avec ma marque sur ma bédaine. Là. J'étais prête. J'étais prête là, pour la première chirurgie. Puis après ça, la chirurgie a lieu. Des fois quelques jours, des fois quelques semaines après. Pas trop longtemps habituellement. Là. Ça dépend. Des fois, souvent, ils ont des dates. Des fois, ils n'ont pas de date, mais c'est plus rare. Parce que des fois, c'est surtout les personnes qui ont des maladies inflammatoires intestinales. Ils disent, OK, c'est beau, je crois qu'on est rendu à l'astomie, mais ils délaient, puis ils délaient, puis ils délaient. Mais c'est sûr qu'ils n'ont plus la marque. Fait que si jamais la journée qu'ils décident, oui, mais on va refaire le site de marquage, c'est pas un problème, tu sais. Mais justement, ce matin, j'ai checké les choses, puis il me semble que ça fait 1 an que je check voir s'il n'y a pas une chirurgie de cédulé, puis ça fait... Ouais, j'étais en train de me demander s'il n'y a pas changé d'idée, tu sais, ça se peut très bien. Ouais. Fait que oui, il faut garder la marque jusqu'à l'opération. Puis après ça, est-ce que tu vois le patient? Bien, je connais la réponse. Toujours, mais... Oui. Je vois toujours les patients après l'opération. J'essaie de les voir la journée après l'opération. Parce que la journée de l'opération, je vous laisse vous réveiller, vous enlevez toutes les drogues que vous avez de la chirurgie, puis vous remettre de vos émotions. Absolument, je vous revois la journée d'après pour voir comment ça va, puis commencer à faire l'enseignement post-opératoire. C'est super important pour moi de faire un changement d'appareillage. Parce que c'est bien beau, on a choisi l'endroit parfait pour faire la marque, mais après l'opération, la bédaine, elle est enflée. Des fois, ça peut tirer vers l'intérieur, puis des fois, c'est comme « Ah, il n'y avait pas de pli là », puis comme « Coucou ». Un pli. Ouais. Donc, il faut juste ajuster les appareillages qu'on va choisir. Dans les choix que moi, l'appareillage que je vais choisir au début, et puis on y va comme ça. Puis après ça, après l'opération, l'enseignement post-opératoire, vous partez à la maison avec tous les papiers qu'on va parler tantôt. Et vous allez avoir le CLSC qui va continuer à vous suivre parce que l'infirmière de liaison fait le suivi avec le CLSC qui est proche de chez vous pour continuer à vous aider à faire le changement d'appareillage. Pour partir de l'hôpital, c'est très important et c'est une obligation d'être capable de vider le sac. Si tu n'es pas capable, ben tu pars pas. C'est aussi simple que ça. Non, c'est ça. Déjà en préopératoire, je le dis, tu commences à pratiquer là. Voici un sac. Tu pratiques ouvrir, fermer, que j'ai montré. Et puis, mais par exemple, le changement, ça, il n'y a pas de problème. C'est à votre rythme. Vous voulez participer? Allez-y. Même des fois, il y a du monde qui participe après, puis il y a du monde qui est comme « Ah non, je veux rien savoir. Je ne veux même pas regarder. » Je dis « OK, regardez pas, mais écoutez-moi. » Fait que là, je dis à Aude, vois ce que je fais, ce que je vois. C'est sûr que s'il ne veut pas regarder, je me garde une certaine gêne sur des choses que je vois, tu sais. Ouais. Mais oui, ça va sentir quand on va enlever le sac, ci puis ça. Mais aussi, au moins, ils sont préparés mentalement, malgré qu'ils ne voient pas. Puis avec le temps,
Ils vont s'habituer. Puis il y a du monde qui, après l'opération, ils font le changement de A à Z. C'est comme, OK. Ouais. Puis il y a du monde, ça prend jusqu'à 1 an pour essayer de commencer à participer. Il faut vraiment aller au rythme de la personne. Oui, puis on n'arrive pas tous avec les mêmes histoires. Je pense qu'un élément qui semble revenir aussi dans les discussions que j'ai avec d'autres personnes qui ont eu des sacs ou qui en ont encore un, à cause d'une maladie inflammatoire de l'intestin, j'ai l'impression que, puis tu sais, je veux pas donner de statistiques ou rien, là, c'est pas ça, mais j'ai l'impression que peut-être le fait qu'on ait été malade longtemps avant d'avoir un sac, on a tendance à l'accepter plus facilement après. Pas tous, Non, mais les pas personnes tous. à qui j'ai parlé, qui ont, ben en fait peut-être parce que c'est les personnes qui sont heureuses d'en parler aujourd'hui là, mais chacun y va à son rythme, tu sais. Oui. Il y en a aussi par exemple peut-être qui peuvent se réveiller d'un accident ou après un cancer, avoir Beaucoup de cancer. C'est ça, j'allais te demander, c'est quoi la population de gens que tu accompagnes dans ce type de chirurgie-là? Beaucoup de cancer. OK. Oui, cancer tout dépendant ou au niveau du rectum ou du gros intestin, majoritairement. Énormément de cancers, surtout les urostomies, c'est... J'ai pas de statistiques moi non plus, là, mais les urostomies, c'est cancer de la vessie. Parce que c'est souvent ça aussi qu'on entend. Mon grand-père, il y a une stomie. Ou, tu sais, c'est souvent des personnes plus âgées. Est-ce qu'on voit comme plus de jeunes aujourd'hui ou pas tant parce que c'est mieux contrôlé avec les médicaments peut-être? Ou... Non, les cancers, c'est vraiment une surprise. OK. Ça l'arrive quand ça l'arrive, puis il n'y a pas vraiment d'âge. Plus jeune qu'on est, plus que c'est difficile à accepter. Il y a une maladie inflammatoire intestinale, je dirais que c'est plus fréquent chez les jeunes. Il y en a aussi des plus vieux, mais je dirais maladie inflammatoire intestinale plus jeune, puis cancer, je dirais plus vieux. Mais il y en a, peu importe, cancer ou Crohn's ou colite ulcéreuse. Exact. Donc... Chacun a un rythme un peu différent pour apprendre. Tu sais, tu dis qu'il y a des gens que ça prend 1 an avant d'accepter de le regarder. Je peux comprendre ça. Moi, j'étais très heureuse quand j'ai eu ma stomie, mais tu sais, c'est ça. C'est moi qui avais fait finalement la demande. Tu sais, ça faisait 3 ans qu'on m'en parlait. Puis à un moment donné, j'étais à bout, puis c'est moi qui ai appelé mon doc, puis j'ai dit, OK, là, on me fait rencontrer un chirurgien, je suis prête. Tu sais. Fait que c'est sûr que rendu là, le cheminement était fait. Là. Ouais, ça, c'est un beau cheminement, ça. Ouais, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Ça, j'en suis très consciente. Là. C'est pour ça aussi que j'aime ça un peu parler de mon histoire, parce que je me dis, ben peut-être que ça va aider d'autres gens à peut-être pas attendre 3 ans comme je l'ai fait. Oui, tellement. Parce que c'est justement, tantôt, ce qu'on disait, c'est qu'est-ce que tu as hâte de refaire, c'est que ça redonne un peu une vie aux gens. Oui. Puis quand tu disais, il y a des gens qui me disent je sortirai plus de la maison, j'oserai plus voir des amis ou quoi que ce soit. Pour les gens qui vivent bien avec leur stomie, on se dit pour moi c'est le contraire, il me semble, je sors plus de la maison, je vois plus de gens. Parce que vous commencez en l'acceptant. C'est ça. Il y a du monde, ils n'ont pas le choix. Ouais. C'est tu as une stomie ici, maintenant. Ouais, c'est ça. Dans 2 jours, tu pars à la maison avec la stomie. Oui, mais j'en veux pas. T'as rien à dire. C'est comme... Ça m'est arrivé, une jeune vingtaine, comme 18, 20 ans, je me rappelle plus. C'était la fin du monde, mais elle, son histoire, c'est Crohn's avec des abcès au niveau anal, puis elle va aux 30 minutes aux toilettes, et puis c'est la douleur atroce à chaque fois, puis elle a 30 secondes pour se rendre. Ouais, ça ressemble Donc, c'est pas une vie. Non. Mais ce que j'ai aimé de son cheminement, c'est qu'à la fin, elle dit « Ah, je vais avoir ma chirurgie, c'est comme pour me le faire enlever parce que c'était temporaire. » Je dis « Ah, je suis contente pour toi. » C'est puis qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? Puis ça, je la tutoyais parce que elle était beaucoup plus jeune que moi. Pas que je suis vieille, mais tu sais. Mais elle dit, en fin de semaine, je suis sortie avec mes amis, on est sortis en bateau, on a passé une journée sur le bateau, c'était vraiment cool. Je dis, ouais, ça a bien été avec cette stomie? Elle dit, ça va super bien avec. Je dis, je vais te poser une question, t'es pas obligé de me répondre. Je veux juste que tu te répondes à toi-même. J'ai dit, ta stomie, elle est temporaire. Tu vas avoir ta chirurgie, mais regarde la qualité de vie que tu as présentement. Je veux juste que tu te poses la question, est-ce que tu penserais que tu aurais une meilleure qualité de vie si tu la laisserais permanente à la place de temporaire? Je dis, oui, mais elle est temporaire. Oui, mais tu peux choisir de la garder. Là. Tu sais, elle dit, c'est une bonne question. Finalement, elle a été... ils ont fait l'inversion. Ouais, l'inversion, je ne sais pas si c'est un mot français. Là. Ouais, le reversal. Ouais, reversal. Finalement, ils ont enlevé la stomie. Puis j'ai pas eu de nouvelles après, parce qu'après, malheureusement, on n'a pas de nouvelles. Ouais. Mais j'espère juste qu'elle a juste une belle qualité de vie.
Remise en continuité. C'est ça qu'ils disent des fois. Ah oui? Oui, la remise en continuité, j'ai déjà entendu je viens ça. d'apprendre quelque chose. Oui, on remet tout ça pour que ça refasse d'un bout à l'autre. C'est vrai. Oui. Puis, on dirait que, tu sais, on parlait justement de petits mythes qu'il y avait, donc on n'aura plus de qualité de vie, ça va être tout plus compliqué. Il y en a que je pense que j'aimerais un peu déboulonner avec toi. Oui. Des histoires qu'on entend, là. Bon, les odeurs, on va se le dire, là. Un truc, souvent, c'est qu'on a l'impression, puis là, je pense même pas de vider le sac, là, mais les gens ont l'impression qu'on traîne... Le mot qui vient souvent avec la stomie, c'est le sac à caca. Oui. Ça, à la base, c'est un peu dégoûtant quand on le présente comme ça, tu sais. On a l'impression que les gens vont nous sentir, qu'à l'odeur, ils vont deviner qu'on a un sac. Exactement. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que le monde dit ça? Oui, c'est le cas. Mais est-ce que c'est... Est-ce que ça sent? Non. Ben, c'est ça. Si ça sent, il y a 2 raisons. C'est soit que tu n'as pas bien nettoyé le bout quand tu as vidé le sac, ou tu as une fuite. C'est ça. Ou il y a peut-être une 3e des raisons. Des fois, le filtre ne fonctionne juste pas pour cette personne-là, puis l'odeur passe à travers. Fait qu'on dit, mets un papier collant par-dessus. Exact. Puis si ça marche pas, parce que dans ta tête, tu te sens, parce que t'es juste là au-dessus, Ouais. change ton sac. Oui. Mais juste le sac. Oui, pas tout le système. Puis là, peut-être que j'ai comme envie, je pense, de le montrer. Là, Oui, parce que vas-y. Tantôt, j'en ai apporté un propre. Gars. dont j'ai tapé une portion. Là. Moi, j'ai un système à 2 pièces. Oui. Il y a du 2 pièces, il y a du 1 pièce. Exact. Ça, c'est un sac, ça, c'est le mien, là, qui est propre, là, qui est pas sur moi. Mais donc, ça, on parle du sac. Puis à ça va se coller une collerette. Va accoupler. C'est ça. Puis là, je vais ramasser la collerette par terre pendant que tu continues. Ça, là, ce qu'on voit sur la vidéo, c'est une des compagnies qu'il y a, parce qu'il y a plusieurs compagnies. On travaille avec majoritairement 3 compagnies parce qu'ils ont leurs spécificités chacune qui sont très intéressantes. Il y en a d'autres aussi que j'essaie de découvrir, mais que j'utilise pas beaucoup, mais je suis très ouverte à essayer des nouveaux produits. Donc, il y a le sac collecteur drainable, qui est le sac l'eau gris qu'elle a montré, qui a il y a un petit anneau dans le fond. Là. La lid, désolée pour le mot anglais, là, le bout... l'encolure? Oui, l'encolure, le bec verseur. L'encolure, le bec verseur du sac. Que cette partie-là, c'est très important pour bien nettoyer à l'intérieur. Exact. Ça, c'est Coloplast. J'ai-tu le droit de dire? Oui, tu as le droit. C'est Coloplast. Oui, Coloplast. On vient le vider. C'est vraiment facile. Oui, je trouve que c'est le système de vidange qui est très, très facile à faire. Puis l'ouvrir et fermer, c'est vraiment bien. Cette compagnie-là, ils disent de ne pas nécessairement laver à l'intérieur du goulot. On va dire plein de mots qui veulent dire la même affaire. Il faut juste vraiment nettoyer juste le bout. OK. Puis après ça, on peut refermer, mais c'est le seul système qui est comme ça. Je travaille beaucoup avec Hollister puis Convatec. Ça, il faut vraiment aller nettoyer plus à l'intérieur. Mais c'est pas avec les doigts là, qu'on va. C'est avec un morceau de papier de toilette. Exact. Fait que c'est pas... Ça revient à quand on s'essuie quand on va à la selle, normalement. Puis c'est ça, quand on dit on peut juste changer le sac, c'est qu'on change juste une des 2 parties. Exactement. Puis l'autre, c'est la barrière cutanée. C'est la partie qu'on colle sur la bédaine. C'est le collant. Puis ça, absolument, on change ça aux 5 à 7 jours. Ou si ça pique, ou si ça brûle. Ou si tu penses que tu pues. Exact. Tu le changes. C'est pas moi qui va... Moi, je vais jamais, jamais juger une personne qui change son sac plus souvent. Oui. Quand la personne me dit « Je le change aux 10 jours », j'ai les oreilles qui frisent. Oui, parce qu'après un bout, c'est que le sac prend un peu les odeurs. Puis ça dépend aussi de ton alimentation. Là. Ça, c'est un truc avec lequel j'ai beaucoup aimé jouer. Il y a des aliments qu'on peut manger pour réduire un peu les odeurs. Comme je pense que le persil, ça aide. Puis je dis pas de manger un gros taboulé si vous avez de la misère à le digérer, là, mais tu sais, un petit peu de persil, ça aide avec les odeurs. Toujours avec qu'est-ce qu'on est capable de tolérer. Là. Quand j'ai pu me remettre à manger des fruits, moi, ce que j'ai découvert, c'est vraiment drôle. Avec une iléostomie, la nourriture est comme moins digérée. Oui.
Et quand je mange des fraises, ça sent les fraises. Fait que des fois, l'été, je suis comme, on va manger des fraises. Mais tu sais, Catherine qui était ici, elle me disait, je pense que son premier repas après l'hôpital, quand elle était sortie avec sa stomie, elle avait mangé genre du poisson ou des crevettes. Puis elle était comme, ça sentait la mort. Ah, tellement. Fait que tu sais, souvent, en plus, on se sent plus. Fait que un petit truc que j'aimais donner, moi, au début, c'était comme mes premiers temps après ma première version de chirurgie, là, j'avais acheté du parfum. J'avais dit, tu sais, le linge, je sais qu'il me fera plus bientôt parce que mon poids variait beaucoup, j'étais gonflée puis tout ça. J'ai dit, j'ai envie de me sentir comme cute, là. Fait que je m'étais acheté une bouteille de parfum puis j'en mets jamais, mais je mettais un push le matin. Pourquoi pas? Je me dis, là, au moins, je sens le parfum. Puis finalement, à un moment donné, j'ai compris que je sentais rien. Mon chum, je me disais tout le temps, là, tu me sens-tu, mettons? Puis là, mettons, tu me sens-tu? Puis là, mettons, aujourd'hui, tu trouves-tu que je sens? Puis c'est ça. Tu sais, je changeais le sac des fois plus régulièrement quand j'avais l'impression de... Oui. Puis aussi, l'autre, quand il me dit 10 jours, c'est surtout pour la barrière cutanée que pour le sac. Le sac, moi, je m'en fous si tu le gardes 1 semaine, 2 semaines, mais tu deals avec les odeurs. Là. Mais la barrière cutanée, tu peux pas vraiment la garder plus que 7 jours. Les recommandations de la compagnie, c'est 7 jours. La raison, c'est que c'est quelque chose qui couvre votre peau, puis ça a une certaine capacité d'absorption, de contrôle d'humidité, mais elle a une limite. Ouais. Oui, mais moi, je le change aux 10 jours, puis tout est beau. Je suis contente pour toi. Mais c'est pas recommandé. Puis c'est bon aussi, je pense, de juste... surtout dans les premières semaines après la chirurgie, moi, on m'avait expliqué ça comme ça, puis j'avais fait, OK, ben là, je comprends. C'est que c'est bon de pouvoir regarder ta peau aussi, tu sais. C'est très important. Si t'as une blessure en dessous, puis qu'elle est là pendant 10 jours, c'est... Exactement. Parce que des fois, il y a une fuite, puis on le voit pas, puis on le sent pas. Ouais. Tu sais, comme avant de commencer, tu m'avais dit que tu n'avais pas de sensation au niveau de la stomie. Ouais. Mais c'est qu'est-ce qui te dit qu'il n'y a pas une brûlure qui est en train de se faire en dessous ou qu'il n'y a pas des selles directement sur la peau qui fait que ça va briser la peau. Tu le sens pas. Exact. Fait que t'es mieux de le faire plus souvent au début. Je dirais peut-être aux 5 jours, puis augmenter graduellement pour un maximum de 7 jours. Ça, c'est vraiment les recommandations que je donne à tout le monde. OK. C'est bon, ça. Fait que le premier mythe, on ne sent pas autant qu'on pense qu'on sent. Oui. Deuxième mythe, en avion. Je peux-tu... Vas-y donc. Le monde, il dit « Ça pue, là, mais ça pue, là. » Ben oui, mais ça pue quand? Ben, quand je le vide, je suis pas capable. Ben là, quand moi, je vais aux toilettes, penses-tu vraiment que ça s'en arrose? Eh non. On pue autant l'un l'autre. C'est juste qu'on est dans une intimité. Puis, gars, s'il y a quelque chose vraiment, ça te dérange beaucoup, mais il y a des gouttes lubrifiants désodorisants de telle compagnie que tu peux utiliser, tu sais. Fait que mets-en dans ton sac si ça peut t'aider. Ben oui, finalement, ça marche un peu. Mais quand je le vide, là, ben oui, quand tu le vides, c'est sûr que ça va sentir. Mais si tu veux... Masquer l'odeur, genre? Non, trap. Oh, elle est gardée emprisonnée, là. Emprisonner l'odeur dans la toilette, mais il y a toujours des produits comme le VIP. Ouais. C'est magique, ça. Ça fonctionne pour les gens qui ont encore leur colon, ça fonctionne Ça pour peut marcher les gens même qui pour l'ont moi. plus. Puis je l'ai même essayé Exact. une fois, puis ça fait comme, merde, ça marche, ça? Oui, oui. C'est impressionnant. Puis c'est ce qui est le fun avec ces petites bouteilles-là. Comme moi, tu vois, j'utilise plus ça parce que l'odeur, j'étais comme, elle est un peu trop intense, mais j'utilise, il y a comme un spray là, qui se vend justement dans ces compagnies-là. Je pense que c'est comme Exxon ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est une sous-marque de Coloplast, là, mais qui sent et ça sent la lessive. OK. Puis ce qui est le fun, c'est que moi, je trouve qu'elle fonctionne vraiment bien, mais ce que j'aime surtout, c'est que peu importe la marque, là, les petites bouteilles. Fait qu'au début, quand tu recommences à sortir, tu sais, j'allais au resto avec mes amis, puis c'est souvent, tu sais, quand tu es à la maison de quelqu'un, tu pars la fan, puis tu mets un petit push s'ils ont un push, puis that's it, tu sais. Mais quand tu vas au resto, des fois, je trouvais ça un peu plus intimidant. Puis je me suis dit, OK, ben là, je vais traîner ça dans ma sacoche, puis c'est des tout petites bouteilles. Fait que tu te gênes moins de sortir parce que ça peut au moins masquer l'odeur, puis tu as une vie normale après ça. Exactement. C'est bon, ça. Puis sinon, ben, on peut voir un peu s'il y a des aliments qu'on mange des fois qui nous font sentir vraiment moins bon. Comme on a dit, mettons, crevettes, poisson, des fois, les odeurs vont être un peu plus intenses. Ben, si on a le choix puis qu'on est au resto puis qu'on est gêné par ça, ben, on évite de manger ça cette journée-là. Exactement. Si on est gêné, puis sinon, on se lâche lousse parce que de toute façon, tout le monde va à la salle de bain. Oui. Tout le monde va à la salle de bain, qu'on ait une stomie ou pas. Oui. Deuxième mythe, quand on prend l'avion, est-ce que ton sac peut exploser? Exploser, ça me surprendrait. J'ai pas d'expérience. Il y a personne qui me dit un jour que le sac a explosé. Mais le sac va gonfler. Okay. À cause de la pressurisation de la cabine. Avec ça va gonfler. Puis regardez, ça gonfle. S'assurer qu'il est plate quand que vous rentrez dans l'avion. Ça gonfle. Le logo, le petit signe de
la ceinture de sécurité s'éteint. Bon, on se lève, on va aux toilettes, on évacue l'air, puis voilà, le tour est joué. Oui, puis tu sais, quand on dit ça gonfle, personnellement, moi, ça n'a jamais vraiment beaucoup gonflé. Fait que je poursuivais mes vols, mais c'est ça, comme tu dis, si ça gonfle, ben on attend. Puis tu sais, à la limite, si vous êtes vraiment, vraiment stressé, je pense qu'il y a moyen aussi d'aviser l'agent de bord avant. Exactement. Pour leur dire, écoutez, j'ai une condition médicale, j'ai un sac, j'ai une stomie, j'ai un sac. Il est possible que j'ai à me lever, à un moment donné, prendre à la salle de bain. Si c'est une urgence, je vais faire attention de ne pas y aller pour rien. Mais si je vois que je dois absolument me lever, ben même si la consigne de sécurité est allumée, est-ce qu'on peut voir une façon sécuritaire que je le fasse? T'sais? Exactement. Il y a toujours moyen, je pense que d'en parler, ça peut juste aider. Exactement. Puis si jamais il y a une urgence, ben, il va pouvoir vous apporter assistance. Oui. Tu sais, pas nécessairement vous aider à changer l'appareillage, mais vous procurer peut-être des produits que vous avez besoin dans l'avion qui pourraient vous aider. Ou, mettons, ça coule là. Ça coule là. Pas de problème. J'imagine, parce que je l'ai jamais demandé. Je pourrais demander à la femme de mon cousin parce qu'elle était jamais morte. Mais sûrement qu'il va vous procurer une toilette qui est libre ici et maintenant pour vous accommoder. Je verrais pas pourquoi. Là. On passe en priorité dans ce temps-là. Ça demeure une urgence médicale en soi. Oui, c'est tout à fait. Nouveau mythe. Est-ce que c'est vrai que manger des guimauves 20 minutes avant de changer son sac, on parle de stomie ici, là, est-ce que ça aide? Laquelle guimauve? Laquelle stomie? OK, iléostomie. Okay. Est-ce que c'est vrai que manger des guimauves 20 minutes avant un changement d'appareillage, ça peut aider à arrêter la digestion? Donc, il n'y aura pas de sels qui vont sortir pendant qu'on fait le changement? OK. Une iléostomie, c'est fait avec le petit intestin, qui est très important de faire la différence. Okay. Parce qu'avec les urines, ça ne marche pas. Et le côlon est très différent. Okay. Donc, on parle pour les guimauves, pour les iléostomies, 20 minutes. Oui, c'est un vrai mythe. OK. Je sais pas si c'est 20 minutes exactement, mais j'ai déjà eu quelqu'un dans la clinique qui a dit « Ah, là, j'ai mangé des guimauves là, avant de te venir. » Puis là, on faisait le changement, puis il y avait une petite selle qui sortait, mais c'est tout petit. Là, elle prenait son sac pendant en mangeait d'autres. C'est comme « OK. » Mais donc, c'est vrai. Oui. C'est comme ça ralentit un peu. Ça n'arrête pas. Ça ralentit le processus. Puis si on voulait... un autre mythe, là, puis tu sais, si on n'a pas d'opinion là-dessus, on n'en a pas, là. Quand par moment, des fois, on veut un peu accélérer le rythme. Je pense, par exemple, à quand on pense qu'on a comme un blocage partiel. Tu sais, j'ai moins de sel, je commence à avoir mal au ventre. On m'a déjà dit, bois un Coca-Cola ou un jus de raisin. Est-ce que ça, c'est un mythe? Ça te dit rien, hein? Un Coca-Cola ou un Coke ou un Pepsi ou un 7-Up ou tout ce qui a des bulles, je pourrais dire ça pourrait provoquer plus de gaz. Je vois pas vraiment en quoi ça pourrait aider au blocage, puis ça pourrait peut-être même augmenter les douleurs, les choses comme ça. Fait que s'il y a un risque de blocage, ce serait pas nécessairement vers quoi j'irais. Les jus de raisin, je peux pas vraiment dire. J'irais plus voir qu'est-ce que la diététicienne vous a donné comme document, ou même l'appeler si jamais, ou poser la question à une diététicienne. Mais tout ce qui est relié à l'alimentation, je suis pas la meilleure personne à demander. Mais il y a des trucs de base qu'on peut donner. Je pense marcher. Quand on pense qu'on a peut-être un blocage pour aider la digestion, marcher, ça peut faire du bien. Marcher, ça peut faire du bien, mais souvent, je leur conseille de masser le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Okay. Parce que c'est le sens de la digestion au niveau des intestins, surtout du gros intestin, mais même si vous n'en avez pas, mais c'est pas grave, dans le sens des aiguilles d'une montre. La chaleur, ça peut aider aussi. Et puis, aller se coucher en position fétale, ce qui va faire une pression au niveau du ventre. Puis, cette pression-là peut essayer de faire bouger le morceau qui est bloqué. Okay. Puis, il y a des signes aussi de blocage, tout dépendant quelle sorte de stomie de sel, parce que l'urine, ça n'existe pas. Donc, il faut y aller selon la colostomie ou l'iléostomie. C'est bon, ça. J'aime ça. J'apprends plein de choses, en plus, aujourd'hui. Ce qui me fait penser que moi, quand j'ai eu un semi-blocage, ce qui a vraiment aidé, ça a été la douche chaude, finalement. Ça a été le sac chaud, puis c'est dans la douche que ça a réglé mon problème. Fait que la chaleur, exact. On aime ça. Prochain petit mythe. Est-ce que... Non, je vais dire, les tic-tac dans le sac, ça, je pense vraiment que c'est un mythe, là. Mais que pour l'odeur, il y en a qui mettent des tic-tac. Mais moi, je pense que tout ce qui n'est pas médical, je ne le mettrais pas dans mon sac.
On s'avancera pas là-dessus. Non. On s'avancera pas là-dessus. Je suis pas très sûre pour les tic-tac. Ce serait pas une de mes recommandations. Non, c'est ça. Commençons par les produits vraiment qui ont été testés pour des raisons médicales. Pour les odeurs, là, je dirais avec le produit de Coloplast ou les 2 produits de Hollister. Ouais. Moi, c'est ça que je recommande, puis pas rien d'autre dans le sac. Ouais. Si vous le faites déjà, puis ça marche pour vous, tant mieux. Mais ce ne serait pas une recommandation qui va venir de moi. Exact. Puis sinon, maintenant, truc et astuce. Là, on a parlé tantôt de papier. Je dis quand les gens retournent chez eux après la chirurgie, après une chirurgie, souvent, on reste quelques jours à l'hôpital. Si on est chanceux, on a comme peut-être 2, 3, 4 jours, dépendamment du patient, après une stomie. Dans ces temps-ci, je vois de 1 à 3 jours. Mais c'est Quand bon, c'est une ça. journée, c'est comme... Mais ça veut dire que ça se passe bien. Faut que je me retourne d'abord. Ben oui. Mon La Dieu. stomie est active, il marche partout. Ben un oui. gros sourire. C'est quand je pars. Comme, t'as une minute. C'est parfait, ça. Il faut que je me retourne d'abord. Là. Je vais te faire ton enseignement puis tes papiers. Là, puis c'est ça. Je vais essayer de finir ça avant la fin de la journée. Puis là, ils retournent chez eux. Ben, c'est ça que j'allais dire. Moi, quand je suis retournée chez moi, j'étais un peu mélangée parce que ça, on se fait donner des papiers. Là, on sait qu'on va souvent recevoir des échantillons par la poste aussi de compagnie pour essayer différents trucs. Il y a différents papiers qu'on reçoit. Donc, le premier, je pense que c'est pour des aides financières parce qu'on se cachera pas. Ça coûte cher, les matériels de stomie. C'est pas toutes les assurances privées qui le remboursent et la RAMQ ne le rembourse pas, sauf via le programme québécois. Oui, c'est... je sais pas exactement c'est quoi le nom, mais je l'appelle la RAMQ. Ouais. Un remboursement d'eux autres à certains montants. Pour les stomies temporaires, vous avez 2 chèques de 400 $. Donc, puis après ça, c'est tout. Parce qu'absolument, les temporaires, c'est de 3 à 6 mois. Si c'est plus d'1 an ou plus d'1 an, on dit c'est pas mal plus permanent. Il n'y a pas de risque, de chance de se faire inverser. Vous avez 1 200 $ par année. Donc, vous avez juste besoin de remplir ce papier-là. Et puis, l'envoyer à la RAMQ. Ça prend à peu près 6 semaines pour avoir des nouvelles. Et puis après ça, ils vont vous envoyer un chèque à la fête de la stomie. C'est ça. Oui. C'est comme un beau cadeau de fête. À chaque année, ça me rappelle que c'est l'anniversaire de Zach. Puis je me dis, OK, c'est bon, là, je peux payer les premiers mois avec ça. Oui. Parce que, puis tu sais, ça dépend. Puis même, j'aimerais ça. Moi, des fois, les gens me demandent combien ça me coûte. Puis je leur dis, ben écoute, moi, ça me coûte 250, 300 $ par mois de matériel. Mais ça, c'est mon cas à moi. Exactement. Tout le monde est tellement différent. Puis il y a eu des moments dans mon histoire, mais ça coûtait beaucoup moins cher. D'autres, beaucoup plus cher aussi quand on est plus malade, que nos sacs durent moins longtemps. Il faut les changer souvent. Ça peut revenir très dispendieux. Oui. Fait qu'au moins, ce chèque-là existe pour t'aider, qui est une fois par année. Puis après ça, il y a un programme au niveau... Mon Dieu, c'est mon tour. Il y a un programme aussi au niveau fédéral pour aider les gens qui ont une stomie, iléostomie ou colostomie. Puis à ce moment-là, c'est plus un programme, c'est un crédit d'impôt pour personnes handicapées. Exactement. Donc ça, on ne peut pas le demander avant 1 an. Et puis, bref, il y a un pamphlet de disponible pour pouvoir dire quel formulaire remplir avec votre médecin, puis vous envoyez ça avec vos impôts. Puis c'est qui est le fun aussi, peut-être pour les gens qui ont une stomie depuis plusieurs années. Là. Ça, c'est à valider, mais moi, ce que j'ai compris dans les groupes de discussion dont je fais partie aussi, c'est que ça peut être rétroactif. Donc, si on a une stomie depuis 5 ans puis qu'on n'était pas au courant de cette aide-là, on peut aller voir sur le site du gouvernement pour voir si on peut être éligible aussi pour une rétroactivité, donc sur les années précédentes. C'est aussi, justement, ça dépend de combien on paye d'impôts, fait que les montants vont varier d'une personne à l'autre parce que c'est un crédit d'impôt, c'est pas un chèque en soi. Mais ça peut aider à donner un soutien supplémentaire là, pour aider à couvrir tout ce matériel-là. Et le temps également qui augmente au niveau quand il faut aller aux toilettes. Ça prend beaucoup plus de temps qu'une personne normale. Donc, oui, c'est quelque chose de très apprécié. Oui, ben oui. Puis moi, je me souviens même quand j'avais rempli ce document-là, je m'étais dit, ben, tu sais, je suis pas une personne handicapée. Là, il n'y a pas de vignette de stationnement qui vient avec ça. Il faut le spécifier. On m'a posé la question 85 fois. Mais c'est que je pense qu'ils appellent ça en plus être capable d'évacuer. Évacuer, c'est le terme très politically correct pour dire d'aller à la selle là, ou uriner. Puis, je pense que c'est fait que ça me demande plus de 2 heures par jour ou encore physiquement ne pas être capable de le faire naturellement, ce qui est maintenant le cas avec une stomie. Oui. Donc, c'est ça qui fait qu'on était considéré comme une personne handicapée ou en situation de handicap. Il y a même quelqu'un qui m'avait dit à son travail, il y avait des toilettes qui flushaient tout seuls. Oui. Puis
supposément, ça va pas bien quand on a une stomie. Non, c'est le bordel. C'est le bordel, comme tu dis. Et puis, il a fait la demande à son employeur d'avoir une toilette pour lui, non flushable automatique. Ah, c'est bon, ça. Avec une planche. Et puis, ben, il l'a eu. Parce qu'il fait partie de ce programme-là. Fait que l'employeur a installé une toilette pour lui, pour faire ses vidanges de sacs, ses changements ou quoi que ce soit. Donc, tu sais, demandez à votre employeur si c'est possible d'avoir des choses adaptées, un environnement adapté à votre situation. Absolument. Puis on dirait qu'on n'y pense pas parce que c'est pas un handicap qui est visible ou qui est moteur, mais j'avoue que c'est des petites choses qui font une différence. Puis là, je dois faire le shout-out. Là. Félicitations à Via Rail. J'ai pris le train le mois passé pour aller à Québec et ils ont commencé à mettre leur nouveau train sur les rails et leurs nouveaux wagons ont des toilettes accessibles magnifiques. C'est immense. T'as de la place. Moi, je me suis dit, OK, si j'ai à faire un changement de sac pendant mon voyage, j'ai aucun stress. La porte se barre très facilement. Il y a beaucoup de place. Il y a une petite une tablette pour changer les bébés qui peut facilement être utilisée pour changer le matériel. Le lavabo, la luminosité est parfaite. Ça m'a comme réconfortée. Puis j'ai rencontré une dame plus âgée récemment dans un événement qui avait une stomie, qui a beaucoup voyagé dans son plus jeune temps. Puis qui me dit, j'hésite beaucoup à le faire, tu sais. Puis je dis, commencez donc par un trip en train. Puis essayez de voir, peut-être que si vous appelez, vous pourrez savoir si c'est un des nouveaux trains qui va être sur votre trajet, un petit trajet, là. Puis là, quand j'ai parlé des salles de bain, les yeux, ils ont pétillé. T'sais, c'est des petites affaires comme ça qui peuvent être faites, qui redonnent aux gens leur liberté de retrouver une vie, tu sais, qu'ils avaient avant. Des petits pas. Puis, pendant qu'on parle de voyage, quand on veut prendre l'avion, il y a aussi peut-être un papier à avoir quand on prend l'avion, il y a un papier qui est bon d'avoir avec soi si jamais à la sécurité, on se fait poser des questions sur notre sac parce que des fois, on peut le voir selon les scans ou selon les examens, là. C'est honnêtement, nous, on donne un papier, mais c'est vraiment un papier fait. Mon tour. C'est vraiment un papier fait maison, avec le logo de l'hôpital qui dit que vous avez eu une chirurgie à tel hôpital par tel chirurgien, que vous avez une condition médicale. Donc, vous acceptez de passer à l'inspection manuelle, mais dans un endroit clos et fait par un professionnel de la santé. Donc, vous dites pas « non, je veux pas ». Si c'est « non, je veux pas », va-t'en sur le côté, puis on va te chercher de fond en comble. Mais en réalité, c'est « oui, j'accepte, mais voici mes conditions et j'ai mon droit de le faire ». Et c'est sûr, avant de passer la sécurité, avant de rentrer dans l'aéroport où est-ce que les avions, c'est super important de vider votre sac avant pour qu'il soit vide. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui passent la sécurité avec de la drogue dedans. Donc, voilà l'importance d'avoir le sac vide. Oui, ça montre que c'est justement un vrai sac. Puis on dit vide, là, s'il est plein au quart ou au 8e, parce que le point que tu te rends à la sécurité, il s'est rempli un petit peu, c'est correct, là, stressez-vous pas avec ça. Mais idéalement, on le vide avant de passer la sécurité. Puis il n'y aura pas de problème. Moi, personnellement, j'en ai jamais eu de problème. Il y a une fois, on m'a posé des questions. Puis même juste en disant c'est pour une raison médicale, ça a été correct. Mais avoir le papier, c'est toujours une bonne sécurité parce que justement, ça donne tes droits. Ça énonce tes droits à la prochaine personne. Puis la dernière fois, il n'y a pas longtemps, j'ai donné 4 copiers. Okay. Pourquoi 4 copiers? Bien, un pour ton bagage dans la soute, un pour ton bagage en la main, un pour ton petit sac, puis un pour garder avec tes billets. C'est une excellente idée. T'sais, parce que c'est qu'est-ce qu'il dit que je ne perdrai pas un des 4. Fait que comme ça, il n'y a pas genre « Oh mon Dieu, j'ai perdu mon papier, c'est la fin du monde. » Non, c'est pas la fin du monde. J'avoue que j'aurais dû faire des copies. Moi, j'en ai une, elle est rendue tellement fripée, pliée en 400 morceaux dans le dedans de mon passeport que, ouais, je vais t'appeler. Sinon, là, je vois le temps qui file, là, mais il y a des petits trucs, on dirait qui sont de base, mais qu'on oublie des fois, là. Être actif, c'est bon quand on a une stomie. Puis quand je dis actif, c'est pas nécessairement aller faire du sport olympique, là. C'est vraiment, juste marcher. Je pense que c'est bon pour la digestion. Oui. Parce que des gens, quand tu as une colostomie, tes selles peuvent être un peu plus épaisses, je pense. Puis ça peut aider à avoir une plus grande régularité dans les selles, de faire ses pas. C'est souvent ce que les gens disent sur notre communauté, là. As-tu fait tes pas aujourd'hui? Ça va t'aider. Fait que ça, on marche. Sinon, l'hydratation.
Oui, c'est très important de s'hydrater, spécialement avec une iléostomie parce qu'on est plus à risque de déshydratation. Donc, il faut être plus alerte au niveau des signes de déshydratation. Tu sais, je dis souvent la bouche sèche, la fatigue, des étourdissements. En réalité, tous les signes de déshydratation, c'est un signe que, oups, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Fait que c'est bien important. Tu sais, vous n'êtes pas obligé de boire votre 2 litres d'eau par jour, tu sais. Mais c'est conseillé. Donc, de se garder bien hydraté. Puis aussi de calculer combien de fois qu'on vide le sac aussi. Là. Exact. Tu sais, pour une iléostomie, il faut vider le sac de 5 à 7 fois par jour. Ouais. Mais si on le vide 9 puis 10 fois, ça fait, hop là, attends une minute, quelque chose qui ne marche pas, là. Fait que, tu sais, il faut commencer à calculer. Puis quand je fais l'enseignement... l'enseignement post-opératoire, je leur dis toujours, si vous videz plus que 9-10 fois, il faut commencer à calculer. Fait que vous prenez une tasse à mesurer, que vous pognez une vieille dans la cuisine, que là, à chaque fois, vous videz votre sac dedans, puis vous gardez un petit papier, un cahier, que vous marquez toute la quantité. Pour voir combien en 24 heures ou en 48 heures vous videz, tu sais. Et quelqu'un dit « Oui, mais c'est parce que ça va sentir à un moment donné dans sa... » Non, tu vides à chaque fois. Oui, c'est ça. Puis tu rinces, tu sais, c'est important, là, tu sais. Mais juste garder les numéros. Puis parce que si on vide 1,5 litres pendant 2 jours de suite ou 2 litres en 24 heures, c'est considéré comme une iléostomie à haut débit. OK. Donc, il faut vraiment aller... si on n'est pas capable de se contrôler puis on a des symptômes, c'est important d'aller à l'urgence. Parce que même si on boit plus, ça va juste plus sortir par la stomie parce qu'il n'y a pas le temps d'être absorbé. L'intestin, il dit « Ah, moi, je bois pas d'eau. » Non, oui. Fait que... Je fais des beaux sons. Il est comme hyperactif et paresseux en même temps. Là. Exactement. Donc, la seule manière de réhydrater, c'est vraiment par les veines. OK. Oui. Fait que ça, c'est important. C'est très important. Puis sinon, si les gens ont un output normal ou qu'on a des selles de façon normale avec une stomie, on dit boire de l'eau, puis des fois, ben il y a des boissons de remplacement aussi qui sont possibles. Oui, il y a des boissons de remplacement qu'on peut faire à la maison. On recommande aussi le G2. Okay. Des fois, le Powerade 0. Oui, ceux qui sont moins concentrés en sucre. Exactement. Puis récemment, j'ai vu le IV Hydration qu'on boit par la bouche. Okay. Ça fait comme « Ah, OK ». Puis justement, j'ai une patiente en ce moment qui a une stomie à haut débit. Et puis, elle n'a pas tant de symptômes que ça, mais tu sais, elle ne veut pas aller à l'urgence. C'est « OK, je respecte ». Mais à un moment donné, il va falloir que tu mettes ton pied à terre, tu sais. Mais elle dit, quand je bois ça, j'en bois 2 par jour. Puis quand je le bois, je me sens correct, là, pendant une heure après, là, je me sens correct, là, pour quelques heures, tu sais. Tu fais, OK. Mais ça joue pas nécessairement sur l'excréta, la quantité d'excréta, mais ça la fait sentir mieux. Est-ce que c'est bon? J'ai lu vite les ingrédients, mais j'ai pas vu d'études là-dessus. Non, c'est mais ça. Si ça lui fait du bien, ça lui fait du bien. Mais tu sais, vu qu'elle dit que ça lui fait du bien, j'aimerais peut-être ça qu'elle l'augmente peut-être 3 fois par jour. Mais je peux pas lui dire ça parce que c'est pas les recommandations de la compagnie. Fait que je lui ai référé à son pharmacien. OK. Donc, non, mais c'est bon, ça. Oui, toujours se référer au pharmacien si c'est une stomie à haut débit ou si c'est comme, il me semble, c'est bien épais, puis j'essaie d'ajuster mon alimentation, ça ne marche pas, d'aller voir le pharmacien. Oui. Puis récemment, je pense que j'avais une discussion, puis je sais pas si ça va être sorti au moment où le balado va sortir, mais Coloplast aussi, parce que je pense que c'est des questions qui revenaient souvent. Puis ils m'ont dit qu'il est en train de sortir des guides sur l'alimentation, puis comme le bien-être après les chirurgies. Puis justement, ils ont consulté des nutritionnistes et des infirmières stomothérapeutes pour faire le guide. Puis, il y a une recette de petits drinks qu'on peut faire pour se réhydrater qui est maison. Donc, c'est tous des aliments qu'on a à la maison. Genre du jus d'orange, de l'eau, je pense qu'il y a un peu du sel. Il y avait genre du bicarbonate de soude, si je me trompe pas. Oui, je l'ai lu cette semaine, c'est OK. Puis genre du miel ou du sirop d'érable ou peu importe. Là. Mais tout ça ensemble, ça peut faire une recette qui permet d'hydrater aussi. Là. Oui.
Fait que ça, c'est bon. T'sais, on trouve qu'est-ce qui fonctionne pour nous. On s'assure de rester hydraté parce qu'on n'absorbe plus autant d'eau qu'avant. Exact. À cause de l'absence d'une partie du gros intestin ou de complètement tout le gros intestin. Oui. Puis, peut-être, dernier petit truc dont je me rappelle, quand on change le sac, souvent, tantôt, on parlait des guimauves qui peuvent aider à réduire le débit ou l'activité. Il y a aussi le truc que tu m'avais donné qui est tellement de base, mais auquel j'avais jamais pensé avant. Tu prends un sac pour les chiens, les sacs de caca de chien, qu'on met, on vient comme l'insérer dans notre petite culotte ou notre pantalon juste en dessous de la stomie. Fait que si jamais ça m'a dit, ben tu sais Camille, si ça coule, c'est pas grave, ça coule dans le sac. Exactement. c'est des petits trucs comme ça aussi que c'est niaiseux, mais ça fonctionne. Puis récemment, j'ai discuté avec une petite fille de 3 ans qui a une stomie que j'ai rencontrée avec elle et sa maman. Puis tu sais, elle était vraiment pas à l'aise avec la situation et tout. Puis finalement, je lui demandais, c'est quoi sa couleur préférée? Elle me dit, ben rose. Je dis, OK, j'aimais ça. Puis quand je suis arrivée pour la voir, j'ai dit, ben moi, j'ai 2 cadeaux pour toi. Puis c'est con, c'est des petits sacs du Dollarama, tu sais, des petits sacs avec caca de chien. J'ai dit, quand tu vas changer ton sac, là, tu vas pouvoir choisir la couleur. Tu vas pouvoir choisir si c'est rose ou si c'est mauve. Puis celui-là, il y a des petits cœurs dessus. Fait que, tu sais, ça faisait que, comme, il y a un petit élément qui est cute, là. Ben oui, avec les enfants. Je travaille pas avec les enfants, mais il faut être créatif. Exact. Mais moi, pour vrai, je pense que c'est là-dessus que j'aimerais ça finir l'épisode. Ça va être juste ode à Émilie, là, mais, mais ce que j'aime vraiment chez toi, puis je pense que ce qui a fait une belle différence, ça a toujours été comme ta positivité là-dedans. Parce que c'est pas une période qui est facile. Puis quand je dis ça, c'est pas que il y a rien là. Je comprends que c'est difficile, mais on va voir ça maintenant. Quand t'es prêt, on va le voir d'une autre façon. Puis avec toi, il y a rien là. Parler de stomie, quand ça fait 1 heure qu'on en parle comme si de rien n'était, j'ai pas vu le temps passer. Pour vrai, je veux te remercier parce que c'est important les infirmières comme toi qui ont ce rôle-là dans nos vies, dans des moments pas faciles. Puis je trouve que tu le fais merveilleusement bien. Merci. Puis je suis très contente d'avoir passé cette discussion-là avec toi aujourd'hui. Merci, Mélie. Puis si jamais il y a des gens qui ont des questions supplémentaires, on fera une partie 2 à l'épisode. Ah oui, ça va me faire plaisir. Good. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Si le balado Deuxième porte à gauche vous intéresse, que vous trouvez son contenu pertinent, que vous croyez en la mission qu'on a de briser les tabous entourant la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse, mais aussi briser l'isolement en montrant aux patients qu'il y a d'autres personnes qui vivent des situations similaires aux leurs et en partageant de l'information, en recevant des experts, sachez que vous pouvez encourager le balado en faisant un don sur la plateforme Buy Me a Coffee. Comment ça fonctionne? C'est que vous n'achetez pas vraiment un café, mais plus un café virtuel. C'est une façon de faire un petit don ponctuel de 5 $, 10 $, 20 $ ou même plus si le cœur vous en dit. Puis ça permet de continuer à produire le balado en studio pour avoir une qualité visuelle et sonore comme ça. Puis ça nous permet après ça de partager le contenu sur les réseaux sociaux pour ensuite aller rejoindre encore plus de gens puis partager ces informations-là pour vraiment répondre à la mission du balado qui est d'informer et de rappeler aux gens qu'ils ne sont pas seuls. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur la plateforme buymeacoffee.com et rechercher le balado Deuxième porte à gauche.